Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé au sommaire de cette édition. Lorsque la politique croise le judiciaire, le maire de Mahina et plusieurs élus sont poursuivis pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Le procès s'est poursuivi aujourd'hui, délibéré attendu le 10 juin. Ulysse et Captain, la nouvelle arme de la brigade de police de Bora Bora pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Les deux bergers malinois sont attendus prochainement sur l'île où tout est prêt pour les recevoir. Faciliter l'accès à des formations professionnelles hors territoire aux demandeurs d'emploi polynésiens, c'est l'objectif d'une convention renouvelée aujourd'hui entre le Haut-Commissariat, le pays et l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité qui est représentée ce soir sur notre plateau par son directeur général, Saïd Amada. 3 étapes, 3 parcours avec un top départ donné demain matin à Mateia. La Tahiti Nuiva a fait son grand retour après 6 années d'absence. Et enfin, on plongera dans l'émotion du Heiva des écoles en direct depuis la scène de Toata. Notre journaliste Sam Teinaouré nous détaillera le programme de cette nouvelle édition. Un procès qui intervient en pleine campagne électorale. Le maire de Mahina, Damas Tewira, et plusieurs élus comparaissaient pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. En toile de fond, une subvention accordée en 2019 pour des commémorations en Nouvelle-Zélande. Les prévenus dénoncent un procès politique, assurant avoir toujours agi dans l'intérêt public. Compte rendu d'audience avec Laure Philibert et Mataïore. Après plusieurs renvois, Damas Tewira et une partie de son équipe municipale ont comparu mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete. Entendu pour des soupçons de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics, l'actuel maire et 7 de ses élus clament leur bonne foi. À aucun moment j'ai songé à me servir dans les caisses de la ville de Mahina. Ça, c'est hors de question. J'ai trop de respect sur les deniers publics. Les faits se déroulent en 2019. Mahina souhaite alors participer aux commémorations des 250 ans du voyage de James Cook et de Tupaya à Gisborne. Gisborne jumelée à Mahina. Faute de soutien du pays, une association, Aratea, est alors créée dans l'urgence. Elle bénéficie d'une subvention communale d'un peu plus de 4 millions de francs. La justice reproche aux élus d'avoir eux-mêmes voté en faveur d'une dotation dont ils ont directement bénéficié. Certains étaient aussi partie prenante dans l'association. Tous évoquent l'importance de l'événement et le souhait d'avoir voulu faire rayonner leur culture. Une situation à analyser dans un contexte insulaire pour Maître Jourdain, qui fait un parallèle avec l'affaire Radio Tefana. Les poursuites sont lancées à peu près de manière concomitante par rapport au dossier Radio Tefana et on sent que dans les poursuites, on a la même architecture au niveau du raisonnement juridique pour voir une prise illégale d'intérêt dans des subventions qui sont données à une association communale qui œuvre pour l'intérêt communal. À l'origine de la plainte, l'ancien maire déchu, Patrice Jamet, rendu inéligible en 2015. L'affaire survient en pleine élection municipale en 2020. À la barre, 2 anciens élus qui soutenaient la démarche comparaissent pour avoir eux aussi bénéficié des fonds. Ils ont exprimé leurs regrets. Quant aux plaignants, ils ne se sont tout simplement pas présentés à l'audience. Je pense que l'intention était purement politique et encore une fois, comme je le disais, j'ai pas d'animosité envers Patrice Jamet, bien au contraire, j'ai beaucoup de respect pour lui. Confrontés pour la première fois à l'appareil judiciaire, les élus clament leur méconnaissance des procédures de financement public. Dans la salle, de nombreux élus et personnels venus les soutenir. 1 million de francs d'amende sont requis à l'encontre du Tavana, dont la moitié avec sursis. 500 000 francs à l'encontre du président et de la vice-présidente de l'association Aratea, dont la moitié avec sursis, mais aucune inéligibilité, délibérée le 10 juin prochain. Après la politique, retour sur un fléau bien plus courant dans les salles d'audience, les affaires de stupéfiants et notamment d'Aïs. À Bora Bora, les autorités passent à l'offensive avec la création d'une unité cynophile. 2 bergers malinois au flair redoutable viendront renforcer la lutte contre le trafic dans une île de plus en plus touchée. Reportage sur place de Jessica Doucet.
Deux nouvelles recrues vont prochainement rejoindre la brigade de la police municipale de Bora Bora. Il s'agit de deux bergers malinois, réputés pour leur intelligence et leur dressage spécialisé dans la détection de drogue. Ce choix stratégique vise à endiguer la prolifération inquiétante des substances illicites sur la perle du Pacifique. Là, il se prend de plus en plus d'ampleur et donc effectivement, on veut lancer un message fort en fait aux trafiquants que voilà, si vous voulez trafiquer sur Bora Bora, on met les moyens, le chien sera là, ça sera son travail de pouvoir faire de la détection sur la matière stupéfiante. Et le chien de patrouille qui vient en fait en supplément. Donc aujourd'hui 2 agents plus 2 chiens. Potentiellement d'ici quelques mois, on va étoffer cette brigade, on va monter à 4. Pour accueillir cette unité cynophile, la commune a fait construire de nouveaux locaux à proximité de la brigade, répondant à un cahier des charges strict. C'est qu'on le sort de son box et on le détend ici. Voilà. Une fois qu'il est détendu, il monte en véhicule. Voilà. C'est-à-dire en fait, c'est pas de coutume de sortir le chien du box direct dans le véhicule pour aller bosser. Okay. Du coup, il y a combien en surface? On est à 60 mètres carrés en tout. 2 véhicules spécialement équipés sont également mis à disposition pour assurer la mobilité et l'efficacité de l'unité. Le coût total du dispositif s'élève à près de 25 millions de francs. Cependant, pour intervenir, la police municipale devra collaborer étroitement avec la gendarmerie. Une convention a été signée en septembre 2024 entre le haut-commissaire Eric Spitz et le maire de Bora Bora. La question se pose sur comment utiliser ce chien. Effectivement, tu as tout à fait raison en disant que ce n'est pas de la compétence communale. C'est un chien qui va faire de la détection sur la matière stupéfiante. Et pour que ça soit cadré avec les textes, nous sommes obligés non seulement d'intervenir avec les officiers de police judiciaire, mais d'intervenir aussi avec une réquisition du parquet. Les 2 Malinois nommés Ulysse et Captain devraient arriver en Polynésie le 15 juin prochain avec une formation intensive et une période d'adaptation avec leur nouveau maître. Ils seront opérationnels à compter du 17 octobre, prêts à renforcer la lutte contre la drogue à Bora Bora. Partenariat renouvelé entre l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, le Haut-Commissariat et le pays. Ils ont signé cet après-midi une convention pour accompagner au mieux les Polynésiens en recherche d'emploi se former en France hexagonale. Un accompagnement financier et logistique assuré depuis le départ de Tahiti jusqu'à leur retour de formation. On en parle en détail avec le directeur général de l'ADOM, Saïd Hamada. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce partenariat, il a pris forme en 2018. Quel a été le constat de base ? Le constat de base, il est que le pays a besoin de compétences. Pour avoir ces compétences, se doter en compétences, on a besoin de former des Polynésiens pour pouvoir exercer des métiers dont le territoire a besoin. Or, il n'est pas possible sur la Polynésie d'avoir tous les centres de formation ou toutes les universités possibles et imaginables pour former à tous les métiers dont la Polynésie a besoin. Et donc, cette convention, elle a pour objet, lorsque la formation n'existe pas sur le territoire, de proposer aux Polynésiens d'être formés ailleurs et d'ensuite revenir sur ce territoire pour mettre à profit leurs compétences. Et pour ça, le pays définit les besoins. Le commissariat ensuite instruit la demande et finance la mobilité. Et l'ADOM, que je dirige, que j'ai l'honneur de diriger, reçoit donc les Polynésiens en France hexagonale, finance l'aide à l'installation, une aide à la mobilité, c'est-à-dire une indemnité mensuelle pour pouvoir vivre pendant tout le temps de la formation et finance évidemment le retour sur le territoire. Vous venez de dire, c'est donc le pays qui identifie les besoins en formation. Est-ce qu'on connaît déjà des exemples de formation identifiés dans le cadre de cette convention ? Alors, vous avez plusieurs domaines. Vous avez par exemple la question du numérique qui revient assez souvent. Avec Google. Avec Google, dont on parle beaucoup. Des métiers comme développeur web, les services à la personne qui sont importants, puisque là on touche à l'humain. Et puis vous avez tous les métiers autour de l'environnement. Sur ce territoire, c'est extrêmement important. Et donc ce sont les priorités qui ont été définies par le pays. Environnement et notamment énergie renouvelable. Tout à fait. On pense, donc ce sont les demandeurs d'emploi qui sont accompagnés. On pense aux salariés et peut-être même aux patentés qui sont nombreux en Polynésie. Est-ce qu'à l'avenir, c'est prévu de les accompagner eux également ? Alors on a beaucoup de demandes autour des demandeurs d'emploi aujourd'hui, qui malheureusement n'exercent pas d'emploi et qui pourraient en exercer demain. Donc c'est extrêmement important de leur proposer cette convention qui a financé sur la précédente convention 70
personnes. Là, l'objectif, c'est d'en avoir 140. Donc, travaillons déjà sur ce potentiel de demandeurs d'emploi. Et lors notamment de la visite du ministre des Outre-mer, je pense que vous aurez à cœur de lui poser la question de savoir si on peut élargir ce dispositif. Et moi, j'y suis plutôt favorable. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'ADEME, comme le commissariat, se mettra à la disposition du pays pour aider ce territoire à se doter en compétences nouvelles. On est un outil au service du territoire et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Alors, vous parlez des bénéficiaires du passé. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en rencontrer lors de votre séjour actuel ici en Polynésie ? Oui, tout à fait. Je les ai rencontrés aussi en France hexagonale, puisqu'on les accompagne, comme je vous le disais. J'ai rencontré au moins 2 personnes hier, 2 personnes aujourd'hui. Un scaphandrier notamment, puisque c'est une compétence dont le territoire a besoin. Cette formation n'existe pas ici. Et donc, ce sont des personnes qui aujourd'hui sont très épanouies, qui réfléchissent même à créer une activité. Donc, on crée de la valeur sur ce territoire grâce à ce partenariat, grâce à ce que l'État, au travers de l'ADOM et le commissariat, mettent au service de la Polynésie. Sur la précédente convention et sur la continuité territoriale de manière générale, tous les ans, c'est 600 millions qui sont consacrés à la continuité territoriale pour les étudiants, pour la formation professionnelle, pour qu'on puisse aller voir sa famille en Hexagone et ensuite revenir. Donc c'est une vraie aide pour les Polynésiens, pour tous les départements et régions d'outre-mer aussi. L'ADOM aujourd'hui est là, l'État est là. Laissons maintenant les Polynésiens utiliser cet outil qui est à leur service. C'est pour ça, en tout cas, qu'on se mobilise. Est-ce que vous avez une idée du taux d'insertion après être revenu de leur formation en France hexagonale ? Alors, taux d'insertion, il faut savoir que plus de la moitié aujourd'hui de ceux qui ont été accompagnés reviennent sur le territoire. Les autres, pour la plupart, choisissent de poursuivre leurs études, ce qui est aussi important, ou d'acquérir une première expérience dans le domaine qu'ils ont choisi. Donc on a aujourd'hui, pour ces métiers qui ont été choisis par le pays, un très beau taux d'insertion. Ce sont les personnes qui retrouvent l'emploi de manière quasi systématique. Mais ce qui est aussi important de savoir, c'est que ça leur permet tout simplement d'ouvrir leur champ des possibles, d'aller voir comment les choses se passent ailleurs, d'aller voir comment est-ce que d'autres personnes, dans leur domaine d'activité ou ailleurs, se consacrent à leur métier, et puis tout simplement voir comment est-ce que d'autres cultures aussi peuvent amener une plus-value à ce territoire, parce que je pense qu'il en a besoin. Donc c'est une ouverture sur le monde. Je pense que les Polynésiens ont l'habitude de ça, puisqu'ils voyagent beaucoup. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui d'être là, parce que c'est la première fois que je vais en Polynésie, justement pour porter cette convention. Et je crois beaucoup dans l'avenir de ce territoire. Et je suis persuadé que la Polynésie, comme les autres départements et régions d'outre-mer, ont beaucoup apporté au pays et à la France en général. En tout cas, M. Saïd Hamadan, on vous remercie de votre présence ici sur notre plateau. Merci de votre invitation. Petite mise à jour qui pourrait décevoir nos jeunes téléspectateurs. Contrairement à ce qui a été annoncé dans nos éditions d'hier, l'ouverture des manèges à Pirée n'aura pas lieu ce soir. L'événement est reporté, le temps de finaliser les démarches de conformité et obtenir le feu vert de la commune. Les explications de Thomas Chabrol et Jeanne Tinourois. La grande roue ne tournera pas comme prévu ce soir à Pirée et les autres manèges pour enfants non plus. L'association des forains de Faa, installée sur le site de l'ancien Comsup, doit encore patienter. La commission de sécurité a émis des réserves lundi lors d'une visite sur place. Malgré leur expérience, c'est un coup dur pour les forains mobilisés depuis un mois pour préparer l'événement. Ils espéraient pouvoir lancer les festivités ce soir. On a pallié à toutes leurs demandes au niveau des évacuations, des BAES, évacuations. Extincteurs qu'il fallait positionner, c'est que des raisons de sécurité. Et c'est vrai que des fois chez les forains il y a un peu de lacune. Et on a beau secouer à chaque fois, hein, mais c'est pas moi, c'est lui. Donc c'est un peu de la faute à tout le monde. Ce matin, à l'issue d'une réunion avec le maire, le constat est sans appel. Il faudra encore attendre. L'autorisation d'ouverture ne peut être délivrée sans la signature du Tavana et tant que toutes les attestations de conformité ne sont pas réunies, le dossier reste en suspens. Avec 25 attractions, des baraques de jeux et des stands de restauration, les règles de sécurité sont strictes pour accueillir le public au Papio. Les manèges de catégorie 1 et 2 doivent être contrôlés tous les 3 ans par une personne agréée en provenance de France. Sans ces autorisations, il est interdit d'exploiter les installations. On les a, c'est sûr et certain. Ils vont périmer, puisque ça va faire 3 ans cette année. Ils vont périmer début juillet. La personne de France va venir courant juin. Il va venir et il va redonner les autorisations pour les 3 prochaines années. Malgré la déception et le manque à gagner, l'association reste confiante. Elle sait que le public sera au rendez-vous au Papio. Elle espère obtenir le feu vert de la mairie d'ici vendredi pour enfin ouvrir officiellement les manèges à Pirée.
En sport, la Tahitian Wave a fait son grand retour. 3 étapes en 3 jours. Pour marquer le coup, les favoris seront alignés sur le plan d'eau de Mataya et comptent bien se dépasser. Pour le moment, une vingtaine d'équipes se sont inscrites chez les seniors, les féminines et les juniors. Nicolas Pérez et Naya Bennett sont allés à leur rencontre pour la traditionnelle pesée des pirogues ce matin. Reportage. 6 ans que la course de pirogue Tahitian Wave n'avait aligné des compétiteurs sur la ligne de départ. Mais avant de lancer les hostilités, l'heure de la pesée a sonné. Chaque embarcation doit atteindre les 150 kg et pas un gramme de moins, quitte à rajouter du lest. Une étape importante pour la vingtaine d'équipes alignées qui devront dès demain affronter une mer déchaînée. Ça, ce qui redoute le plus, c'est le courant et les remontées. Donc là, il y a la houle qui a monté là. Donc c'est plus peut-être la troisième étape, hein, où elle est quand même assez longue, où tout ce qu'on a fourni de la première et la deuxième étape, va falloir se serrer les dents et voilà, on verra. Je pense qu'on va tous morfler, toutes les équipes vont morfler, mais bon, c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Hein. Et puis voilà, je pense que chacun a dû déjà se préparer à ces fameuses remontées. Donc voilà, on est prêt, si on est là, on s'inscrit, c'est qu'on est prêt pour on découte, quoi. Pour l'entraîneur de Mahina Hoe, les conditions ne sont pas un problème, quitte même à y laisser des plumes. Peu importe, on est là pour venir amis, on n'est pas venu pour regarder la houle. Tu vois. Et ça, il faut qu'on se mette dans la tête, que ça soit gros, petit, il faut venir amis. Ouais. Tu sais, moi, à une époque, on a ramé sur des vagues de 5 mètres à Hawaï. Et je te dis pas, presque à l'arrivée, on a cassé notre mât. Mais bon, c'est comme ça, quand tu surfes des vagues à 5 mètres, je te dis pas. Hein. Parmi les grandes équipes en lice, Team OPT ne sera pas en reste et a déjà sa stratégie. Rester au contact au maximum des meilleurs, hein, qui vont tirer le paquet de demain et puis voilà, travailler suivant les autres. Et puis si on peut faire la différence, voilà, on fera la différence, quoi. Mais je pense que c'est le mieux à faire, c'est de rester déjà au contact et voir comment ça évolue pendant la course, quoi. Il faudra rester au contact des grandes équipes pour garder le rythme et avaler les 171 km autour de Tahiti. Malgré sa sérénité, le coach de Team OPT reste lucide sur ses concurrents directs. Il y a EDT qui s'est reformé, il y a Air Tahiti aussi, il y a Shell aussi qui est toujours présent. Hein, donc voilà, ça va être une bataille entre quatre gros clubs, hein, je pense, et puis voilà, puis que le meilleur gagne, comme on dit. Hein. La première étape de la Tahitian Wave partira dès demain depuis la marina de Mataya. Juniors et féminines entameront leur périple dès vendredi. Rendez-vous demain matin pour les rameurs, mais dès ce soir, place aux écoles de danse. Le Heiva des écoles Taupitian débute ce mercredi sur la scène de Toata. Tout le monde n'a pas la chance d'y assister, mais notre journaliste Sam Teinaure, lui, y est. Sam, bonsoir. Bonne nouvelle pour les passionnés de Ori Tahiti, ils pourront suivre les soirées en direct, même à distance. Bonsoir Athéna et bonsoir à vous qui nous regardez. Oui, c'est ce soir que démarre le Taupitian 31e édition. Petit rappel historique, depuis 1994, le Heiva des écoles a beaucoup évolué. Au début, il n'y avait que 3 groupes. Aujourd'hui, nous sommes à 34 formations qui vont participer à ce Taupitian 1 depuis l'année 2022, où les écoles de musique et de chant ont été introduites aussi dans ce Heiva. Donc ce soir, Aratoa et Orihei vont faire le spectacle devant près de 1200 spectateurs. Et oui, c'est salle comble ce soir pour ces 2 formations qui sont les 2 plus importantes, qui ne rentraient pas dans le grand théâtre de Tefari Tahiti, où les 32 autres formations vont faire leur représentation durant toutes les semaines qui vont arriver seulement en fin de semaine. Concernant le live streaming, petit souci technique pour ce soir, apparemment seulement, il ne sera pas possible de payer seulement ce soir pour assister au live du Taupitian 1. Par contre, le problème pourrait être réglé demain ou vendredi. Vous pourrez payer et ainsi regarder la soirée de ce soir que vous aurez peut-être raté malheureusement. Mais il y a des sessions de rattrapage et surtout pour ceux qui sont devant leur télé et non pas ici parmi les 1200 spectateurs, un petit aperçu juste là maintenant avec un reportage de Nicolas Bonjean sur la répétition de Aratoa. C'est tout de suite. Je suis derrière elle à corriger à chaque cours les élèves.
J'ai commencé la danse à l'âge de 5 ans, au conservatoire avec Tati Vanina, grâce à ma mère qui elle-même était danseuse. Et c'est elle qui m'a emmenée là-bas pour que je suive ses pas et que je découvre à mon tour la passion qu'elle m'a transmise. Alors la différence entre le Heiva Itaiti et le Heiva des écoles, tout d'abord le Heiva Itaiti c'est un concours et tu es obligé d'avoir 16 ans pour y participer, tandis que le Heiva des écoles, tu peux participer à 2 ans. Enfin, le Heiva des écoles, c'est tu montres le travail que tu as fait durant une année à l'école de danse. L'école de danse te prépare à aller dans un groupe pour participer justement au Heiva. Parce qu'au Heiva Itaiti, tu n'apprends pas à danser, tandis que dans l'école de danse, tu apprends justement à danser. La danse, c'est bien plus qu'une activité pour moi, c'est une véritable passion. C'est une transmission. Ça me permet de vivre ma culture et d'en apprendre davantage sur ma culture. Ma prof de danse me transmet beaucoup de valeurs, telles que le respect, etc. Voilà pour l'actualité du jour, du changement dans notre programme de ce mercredi. Nous avions annoncé un débat politique et il devait porter sur l'avenir de la Polynésie et la vision des principaux partis. Certains ont préféré reporter ce débat que nous tiendrons donc à une date ultérieure. Vous retrouverez néanmoins notre collègue Laurence Françoise dans l'émission Éclairage pour un échange avec le directeur de l'IOM, Thierry Beltran. Il portera sur l'émission de la Banque des banques et sur son rôle dans votre quotidien. Puis poursuivez la soirée avec la série Damage et le film White House Down. Bande détente sur TNTV, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.